Et vous êtes toujours, c'est une bonne nouvelle, sur Radio Sous-Pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, qui diffuse l'émission à raclette, qui l'héberge, enfin garni dans une banlieue pourrie de l'Est parisien. Et tout de suite, ma camarade va entrer dans le vif du sujet, du gros sujet de cette émission, c'est-à-dire les auteurs des textes sur la Commune de Paris, comme l'Internationale et le Temps des Cerises, avec les compositeurs qui ont participé à, si vous voulez, à faire connaître dans le monde, minuscule monde, ces textes magnifiques. Ouais, c'est vrai qu'on continue, on a nos petites émissions sur la Commune, et je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de ces deux poètes écrivains, hein, qui sont Jean-Baptiste Clément et Eugène Pottier. Et effectivement, il est bon de préciser que c'était des poètes et des écrivains, mais en aucun cas des compositeurs. Ils n'ont jamais écrit une seule note de musique. Et s'il n'avait pas eu des compositeurs après qui ont pu mettre en musique ces textes-là, effectivement, peut-être ces chansons seraient restées en partie dans l'oubli. C'est fort possible. Mais avant, presque pas avant, mais en même temps, c'était des révolutionnaires, des purs et durs, qui se sont farcis les barricades, la prison, etc. Ouais. etc. Bah, c'est ce qu'on va voir. Ouais. Donc je vais commencer par la bio de Jean-Baptiste Clément. Alors j'ai la chance d'avoir une copine qui s'appelle Lolo, qui est bouquiniste et écrivain, et donc qui justement me passe autrefois un petit bouquin qui s'appelle Les poètes de la Commune, présenté par Maurice Choury aux éditions Segers. Et là, donc il y a tous les poètes du temps de la Commune qui sont inscrits là, et donc il y a une page sur Jean-Baptiste Clément que je vais pouvoir vous raconter. Donc Jean-Baptiste Clément, lui, il est né le 31 mai 1836 à Boulogne-sur-Seine. Il était fils d'un meunier qui gagnait plutôt bien sa vie. Mais ce Jean-Baptiste Clément, en fait très jeune, va quitter ses parents pour vivre sa vie. Voilà, fille de la richesse du papa. Il va passer par 36 petits métiers et bien plus de misère, sachant qu'il va être apprenti chez un garnisseur en cuivre, garçon de café, commis d'architecte, terrassier, mais surtout trimardeur. Alors c'est un grand admirateur de Pierre Dupont et il compose des romances, comme les chansons du morceau de pain. Il estime que non seulement le peuple n'a jamais travaillé pour lui-même, mais encore qu'il a toujours chanté pour les autres. Il faut le forcer à voir sa misère, à s'occuper de ses intérêts. Il ne s'agit pas de faire des chansons à thème aussi ennuyeuses que des discours d'académiciens, mais des chansons qui soient au diapason des idées modernes, qui pressentent l'avenir et le préparent. Voilà, telle est la genèse des chansons de l'avenir, où l'esclavage industriel est dénoncé, où les revendications prolétariennes s'expriment, où l'appel est lancé à un 89 des travailleurs. Comme par exemple, c'est juste ces paroles: « Au nom de la justice, il est temps aujourd'hui que les serfs des usines de la terre et des mines aient leur 89. » Donc cette chanson est publiée sans le visa de la censure impériale et vaut quelques petits ennuis à son auteur qui va se réfugier en Belgique. Et c'est là qu'il fait éditer, donc en 1867, l'immortel chef-d'œuvre qu'il a composé l'année précédente à Montmartre, Le Temps des Cerises, une chanson d'amour dont on reparlera un peu plus longuement tout à l'heure. Alors là, ils disent que ça a été composé à Montmartre. Moi, j'ai lu aussi que ça avait été composé sur sa route, la route des Flandres, quand il va en Belgique, qui s'est arrêté dans un petit estaminet et qu'il avait été inspiré par un jardin avec des cerisiers. Donc il rentre en France en février 1868. Et là, il fonde le Casse-Tête et il collabore à la réforme de Delescluze, dont le rédacteur en chef est son ami Vermorel. Il est arrêté le 4 mars 1870 pour délit de presse, offense envers l'empereur, provocation à commettre plusieurs crimes, et il est condamné à 1 an de prison. Donc le 4 septembre 1870, il rentre à Sainte-Pélagie. Pendant le siège, il fait partie du 129e bataillon de marche de la Garde nationale. Les réunions publiques l'élisent au comité de vigilance de Montmartre, et là il collabore au cri du peuple de Jules Vallès, et après l'insurrection du 18 mars, il est élu à la Commune dans le 18e arrondissement en compagnie de Blanqui, Thèse, Dereure, Théophile Ferré, Vermorel, Pascal Grousset. Et pendant le second siège, son activité est débordante. Il est membre de la commission des services publics, délégué aux ateliers de fabrication de munitions. Il est membre de la commission de l'enseignement, délégué à la mairie de Montmartre, où il prend en toutes circonstances la défense des locataires, des petites gens, des veuves et des malheureux.
Quand les Versaillais, entrés dans Paris, contraignent la commune à abandonner l'hôtel de ville, Jean-Baptiste Clément, lui, fait partie des irréductibles. Il se replie sur la mairie du 11e, puis sur Belleville. Et le matin du 28 mai, il est de ceux qui tirent les derniers coups de fusil sur la barricade de la rue de la Fontaine-au-Roi. Donc une des dernières barricades, on ne sait pas si c'est la Fontaine-au-Roi ou la rue Ramponneau, mais enfin c'est là que ça se jouait, quoi. Il va se cacher chez Camille Henry VI, un marchand de bois du quai de Bercy, et c'est là qu'en juin 1871, il compose son poème La Semaine sanglante. Donc il va se cacher, je crois, une dizaine de jours. Ensuite, il parvient à gagner Londres, où pour subsister, il fera toutes sortes de petits métiers, notamment encadreur d'estampes. Le 24 octobre 1874, il est condamné à mort par contumace, donc il ne rentre en France qu'en janvier 1880, après l'armistice. Et là, il va habiter un petit logis à Montmartre, donc il sera au 53 rue Le Pic, et le 14 juillet 1880, il arbore le drapeau rouge. Il milite dans les rangs du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire de Brousse et du Parti alémaniste, et après, aux côtés de Jules Guesde et de Paul Lafargue. Donc pendant près de 10 ans, il mène une active propagande syndicaliste et socialiste aussi dans le département des Ardennes. Et lentement, Jean-Baptiste Clément va parcourir la province, il prend son bâton de pèlerin, il organise des points d'appui un peu partout, et il reste toujours en fait un allié de la classe ouvrière. Il sera à nouveau condamné à 2 ans de prison pour son action du 1er mai 1891. Il verra sa peine réduite grâce à un mouvement populaire de protestation. Mais en 1895, il est déjà bien vieilli et là, il accepte un petit emploi à la mairie de Saint-Denis et il finit ses jours comme gérant de la librairie socialiste boulevard de Clichy le 23 février 1903. Donc il sera chansonnier, journaliste. Il a des dons d'écrivain, il a écrit La Revanche des communeux. Ce serait intéressant de pouvoir se procurer ce bouquin, un ouvrage qui a été publié en 1886, où là, il recrée la réalité des ouvriers, justement, en faisant des portraits rapides, riches en couleurs. Donc c'est quand même, c'est une vie n'a pas arrêté, quoi, une vie de lutte, de combat. Oui, non, c'est ce qui est, voilà, les grands révolutionnaires, les vrais, les purs. C'est un petit peu la même vie dense que les grands peintres, que les grands artistes, etc. Ils n'arrêtent pas, quoi. Il faut une vitalité, une force inouïe pour avoir des parcours, pour accomplir des parcours de cet ordre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il a écrit Le Temps des cerises, dont on va reparler un peu plus longuement avec son compositeur. Il a écrit donc Le Capitaine au mur, qui dédie au citoyen Allman. Il a écrit donc La Semaine sanglante aux fusillés de 71. Voilà. Ça, c'est les principales chansons qu'il a écrites. Enfin, les textes, puisque il ne les mettait pas en musique, quoi. Voilà. Et donc, sur La Semaine sanglante, voilà ce qu'il écrit. J'étais encore à Paris quand je fis cette chanson. Ce n'est que quelques semaines plus tard que je pus gagner la frontière et me réfugier en Angleterre. Dans l'endroit où on m'avait recueilli, je restais du 29 mai au 10 août, donc c'est plus que 15 jours. J'entendais toutes les nuits des coups de fusil, des arrestations, des cris de femmes et d'enfants. C'était la réaction versaillaise qui poursuivait son œuvre d'extermination. J'en éprouvais plus de douleur et de colère que j'en avais ressenti pendant les longs jours de lutte. Oui, ça, c'est toujours pareil. Les massacres qui suivent les révolutions par ceux qui ont gagné, évidemment. C'est une espèce de tradition sanglante de tous. Voilà. Non, enfin, on sait bien que la révolution bolchevique, elle a aussi fait, elle a fait par exemple des millions de morts. Que les Boches, quand ils ont accédé au pouvoir, ils ont aussi suicidé un nombre invraisemblable d'Allemands. Puis après, évidemment. Les Européens de confession juive, là, ça a atteint des sommets dans l'horreur. Bref, les franquistes, même chose. Peut-être que les Italiens étaient moins violents, quoi, peut-être. Mais bon, en tout cas, les Français, on n'a rien à envier aux bolcheviks. Hein. Ouais. Alors,
Effectivement, donc il habitait à rue Le Pic et en fait après il avait déménagé, donc c'est au 110 rue Le Pic qu'il habite jusqu'à sa mort et il y a une plaque qui rappelle le fait qu'il habitait là. Donc on peut reparler un peu plus longuement du Temps des Cerises, parce que c'est quand même une chanson mythique, une chanson qu'il a écrite bien avant la Commune justement et qu'il a dédiée après la Commune justement à une citoyenne Louise qui était ambulancière dans la rue de la Fontaine-au-Roi le dimanche 28 mai 1871. Alors voilà ce qui dit, puisque cette chanson a couru les rues, j'ai tenu à la dédier à titre de souvenir et de sympathie à une vaillante fille qui elle aussi a couru les rues à une époque où il fallait un grand dévouement et un fier courage. Le fait suivant est de ceux qu'on n'oublie jamais. Le dimanche 28 mai 1871, alors que tout Paris était au pouvoir de la réaction victorieuse, quelques hommes luttaient encore dans la rue Fontaine-au-Roi. Il y avait là pas mal de retranchés derrière une barricade, une vingtaine de combattants, parmi lesquels se trouvaient les deux frères Ferré, le citoyen Gambon, des jeunes gens de 18 à 20 ans et des barbes grises qui avaient déjà échappé aux fusillades de 48 et au massacre du coup d'État. Entre 11h et midi, nous vîmes venir à nous une jeune fille de 20 à 22 ans qui tenait un panier à la main. Nous lui demandâmes d'où elle venait, ce qu'elle venait faire et pourquoi elle s'exposait ainsi. Elle nous répondit avec la plus grande simplicité qu'elle était ambulancière et que la barricade de la rue de Saint-Maur étant prise, elle venait voir si nous n'avions pas besoin de ses services. Un vieux de 48 qui n'a pas survécu à 71 l'a pris par le cou et l'embrassa. C'était en effet admirable de dévouement. Malgré notre refus motivé de la garder avec nous, elle insistait et ne voulut pas nous quitter. Du reste, 5 minutes plus tard, elle nous était utile. 2 de nos camarades tombaient frappés, l'un d'une balle dans l'épaule, l'autre au milieu du front. J'en passe. Quand nous décidâmes de nous retirer, s'il était temps encore, il fallut suppléer la vaillante fille pour qu'elle consentît à quitter la place. Nous sûmes seulement qu'elle s'appelait Louise et qu'elle était ouvrière. Naturellement, elle devait être avec les révoltés et les las-de-vivre. Qu'est-elle devenue? A-t-elle été avec taux d'encre fusillée par les Versaillais? N'était-ce pas à cette héroïne obscure que je devais dédier la chanson la plus populaire de toutes celles que contient The Livre? Oui, ma camarade a un peu le visage dégrafé par les larmes à l'évocation de cette jeune ouvrière ambulancière, là, probablement morte. Oui, probablement. Oui, fusillée par ces abrutis de porcins versaillais, de porc, quoi, voilà, tout simplement. Et pour un peu alléger tout ça, je vais évoquer avec vous le compositeur de ce temps des cerises mythiques qui s'appelait Antoine-Aimé Renard. Et une belle chevelure, une belle allure, qui était né le 15 février 1825 à Lille, dans le Nord. Et c'est un peu dans le Nord que ça se passe, tout ça. Rue Saint-Sauveur est mort le 9 mai 1872 à Pentruche. C'est un ténor d'opéra français, connu surtout pour avoir composé en 1867 la musique du Temps des Cerises, la célèbre chanson du camarade Clément. Ouvrier fondeur, il travaillait, alors oui, c'est encore pas, c'est pour les petits bourges de Neuilly, là, ou de Versailles. Ouvrier fondeur, il travaillait à Reims, chez Pierre Parpette, et il chantait le soir à l'auberge de la Plume au Vent. Il chantait également le vaudeville au théâtre Sainte-Balsamie, avec une troupe d'amateurs, toujours fondeurs-mouleurs. Il vécut quelques années à Saint-Quentin, puis à Lille, où il fit ses débuts sur la scène du Grand Théâtre en renforçant les chœurs. Après avoir chanté dans les rues et les cours et avoir été choriste, oui, ça se faisait beaucoup de chanter dans les rues et les cours et avoir été choriste à l'Opéra de Paris, il obtint un engagement comme ténor au théâtre de Nîmes en 1852. Puis ça bougeait, ce petit monde. Puis au Havre, alors vous voyez, Lille, Le Havre, Nîmes, Le Havre, à Strasbourg, à Bordeaux, Lyon, voilà. Et enfin à Paris en 1856. La même année, il revint à Reims, chanter au Jardin Bénard et à la cathédrale. Atteint d'un cancer de la face, son étoile déclina rapidement et il se produisit pour la dernière fois sur la scène du Casino de Marseille en 1869. Vous vous rendez compte, à cette époque-là, on voyageait encore en patache.
comment les déplacements, mais ça n'arrêtait pas, quoi. Ben, les mecs, ils avaient une santé. Bon. Après avoir été co-directeur du théâtre municipal de Grenoble, quand même, en 1865, puis directeur du théâtre de Saint-Quentin, où il se ruina en 1866, il fonda en 1870 une agence lyrique et dramatique au pied de Montmartre, rue du Delta, où il mourut pauvrement et fut inhumé à Saint-Ouen, ça c'était les pauvres qu'on inhumait à Saint-Ouen, et garde de la famille à Paris depuis près de 5 générations. Ce qu'il faut dire, pourquoi on vous parle des compositeurs de musique, de ces chansons mythiques, parce que je suis absolument persuadé que sans eux, ces chansons n'auraient pas eu le destin qu'elles ont eu. Ouais, ça c'est. Parce que quand même, Le Temps des Cerises, bon, c'est un très joli poème, mais ce qui ajoute à la beauté de la poésie, c'est quand même cette musique qui est quand même quelque chose de... Enfin, même si on n'est pas musicologue, si on n'est pas ceci, si on n'est pas cela, on y est sensible quand même. Il y a une mélancolie, il y a quelque chose dans ces notes, en même temps populaire, et puis en même temps le populaire qui un peu distinguo, quoi. Voilà, l'âme populaire, elle est belle, c'est pas une âme de pauvresse, c'est une belle âme. Voilà, ben c'est ça la musique de Bernard pour Le Temps des Cerises. Nous en serons au temps des cerises, le doux rossignol, le merle, le moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, quand l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles, cerises d'amour aux robes pareilles, pendant sous les feuilles en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte, et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Voilà, le temps des cerises, on a choisi Mouloudji, on aurait pu choisir Cora Vauquer, Marc Augeret, on avait le choix, quoi. Sauf que Mouloudji, c'est un vrai parigot tête de veau, qui avait un père qui était, comment dirais-je, algérien, et une mère qui était bretonne, je crois.
Donc c'est un beau mélange, il a un accent parigot, alors quelque chose de sérieux. Et moi je trouve que bon, voilà, c'est pour chanter le temps des cerises, pour évoquer la commune, je crois que comme chanteur contemporain, il n'y avait pas beaucoup mieux. Ouais, puis il a quand même une belle voix qui nous embarque dans ce temps des cerises. Donc on va continuer, je vais vous parler d'Eugène Pottier, maintenant ça va être la bio d'Eugène Pottier. Alors Eugène Pottier, lui, il est né le 4 octobre 1816, donc en fait il est 20 ans plus âgé que Jean-Baptiste Clément, 20 ans c'est quand même énorme. Donc il est né à Paris, et c'est un fils d'ouvrier emballeur bonapartiste et d'une dévote. Donc on n'imaginait pas du tout qu'il allait devenir ce qu'il est devenu. Jean-Baptiste Clément fait fi des rentes de son père meunier. Et ce Eugène Pottier, c'est pareil, avec une maman dévote et un père bonapartiste, en fait, il va faire plein de petits boulots aussi. Il va être apprenti emballeur, donc ça c'est son papa qui va le faire travailler, mais après il va être pion, il va être commis papetier, employé de bureau et dessinateur d'impression. Et sa première chanson connue est Vive la liberté. C'est une chanson qui date de 1830, donc 1830 il a 14 ans. Et il participe alors à la goguette qui s'appelle Les Trois Couleurs. Alors les goguettes, ce sont des chansonniers qui se retrouvaient entre eux dans des arrière-salles de café et qui chantaient, voilà, comme ça, qui préparaient ensemble et qui avaient envie de pousser la chansonnette. Et là, il va présenter des couplets qu'on appelle plus volontiers badins que révolutionnaires. Et ces chansons seront publiées en 1832 dans un recueil qui s'appelle La Jeune Muse, recueil de chansons dédié à Monsieur de Béranger par Eugène Pottier, donc âgé de 15 ans. Alors, on connaît que très peu de ses productions sur la monarchie de Juillet, et il collabore aussi occasionnellement à l'atelier et aurait été professeur, comptant même Murger parmi ses élèves. D'ailleurs, il partage la vie de bohème avec Murger. Il écrit des pièces en vers, des vaudevilles, des revues, et au lendemain de la Révolution de 48, plusieurs de ses chansons sont publiées et témoignent dans un premier temps de son adhésion à l'enthousiasme unanimiste qui suit ces journées de février. Mais la déception ne tarde guère, la bourgeoisie maintient le prolétariat dans l'exploitation et la misère, et il écrit « J'ai faim ». Donc voilà ce que dit quatre vers de « J'ai faim ». « J'ai faim, dit le corps, je n'ai pas le nécessaire, le ver ronge les morts, que les vivants la misère ». Et il échappe de justesse à l'exécution sommaire. En 48, il va échapper de justesse à une exécution sommaire. Mais les déceptions de 48 et la répression de juin ont atteint sa santé. Et pendant 20 ans, Pottier traînera une névrose ponctuée de congestion cérébrale. Les chansons écrites en 1849 témoignent toujours de ses idées révolutionnaires. Et sous l'Empire, il écrit aussi de nombreuses chansons révolutionnaires qui ne sont bien évidemment pas imprimées, mais chantées devant quelques amis proches, dont Nadar. Il y dit sa haine de l'Empire, comme « Qui la vengera ?» Donc la République est morte, dans sa bière on la porte, je suis son fossoyeur, qui donc mon Dieu la vengera ? Il écrit le défilé de l'Empire, il est antimilitariste, il écrit Caserne en forêt, la guerre, la grève des femmes, où il appelle les femmes à faire la grève de l'amour pour imposer la paix universelle, et il écrit des chants sur la misère ouvrière comme Madeleine et Marie, contant l'histoire de la prostituée et de la travailleuse chaste, toutes deux également victimes de la société. Pourtant, pendant cette période, Eugène Pottier connaît une situation sociale relativement prospère puisqu'il possède le premier atelier de peinture sur étoffe de Paris. Et ses activités chansonnières ne se limitent pas aux chansons révolutionnaires. Il a écrit des chansons plus légères qui présentent dans des cafés-concerts. Il y en a d'ailleurs une qui avait été quand même censurée, qui s'appelait « Chacun vit de son métier ». Et donc elle fut interdite alors qu'il ne s'agissait que des lamentations d'un croque-mort peu fier de sa profession. Une autre fut autorisée qui s'appelait l'Utopiste en 1800 et qui narguait quelque peu quand même les censeurs. Donc l'Utopiste de 1800, c'est un homme qui croyait dur comme fer malgré le scepticisme de ses contemporains à des inventions qui se sont réalisées depuis, comme le chemin de fer, l'éclairage au gaz, la mécanisation du travail, mais aussi qui croyait à la fraternité des peuples pour le bonheur du genre humain. Et sur les scènes de café-concert parisiens, plusieurs chansons de Pottier qui n'ont rien de politique ont été interprétées, comme par exemple Gugus, Je suis d'aplomb, etc. Alors que d'autres furent censurées pour des motifs qui n'avaient absolument rien à voir avec les convictions de leur auteur. Donc Eugène Pottier participe à la fondation en 1867 de la Chambre syndicale des dessinateurs sur étoffe
qui s'affilie par la suite à l'Internationale, à laquelle il adhère en avril 1870. Et pendant la guerre et le siège de Paris, l'antimilitariste écrit plusieurs chansons aux accents patriotiques prononcés. Défends-toi Paris, Guillaume et Paris, le Moblo, et il fait alors partie du 181e bataillon de la garde nationale, dont il est élu adjudant et participe du 30 novembre au 2 décembre à la bataille de Champigny. Il est membre du comité central des 20 arrondissements et il est élu le 16 avril 1871, largement avec 3352 voix sur 3006. Donc il est membre de la commune dans le 2e arrondissement et là il va habiter au 36 rue de la Paix. Il habitera toujours à Paris, rue Saint-Denis, puis rue du Sentier, dans le 2e arrondissement toujours. Il est délégué à la mairie et il est membre de la commission des services publics. Et il appartient également à la commission exécutive de la Fédération des artistes, et c'est à cette époque-là qu'il écrit l'Internationale, dont on reparlera en 3e partie de cette émission. Il vote pour la création du comité de salut public, et durant les derniers jours de la semaine sanglante, il se bat aux côtés de Ferret, de Vaillant, de Varlin, et il réussit à s'échapper et à gagner l'Angleterre en passant par la Belgique, et là il va s'installer à proximité de Londres. Le 17 mai 1873, il est condamné lui aussi par contumace à la peine de mort par le 4e Conseil de guerre et il gagnera ensuite les États-Unis au lendemain de sa condamnation, gagnant sa vie comme dessinateur ou comme professeur, tout en continuant son œuvre de militant et de poète. Et là, il organise une solidarité pour les communards déportés. C'est là aussi qu'il va adhérer à la franc-maçonnerie, puis au Parti ouvrier socialiste de l'Amérique. Il rentre en France en septembre 1880 à bord du transatlantique l'Amérique. Il est vieux, il est pauvre et il tente de se rétablir comme dessinateur, mais il manque de capitaux. Et là, il est confronté aux évolutions du métier, donc il s'épuise en fait pour pas toucher grand-chose. En 1883, la Lys chansonnière avait organisé un concours. Et là, Potier obtient un premier prix. Il y avait 300 concurrents. Et Gustave Nadeau-Echebrou, qui était président de cette liste chansonnière, lui rendent visite et tout en se demandant ce qu'il pourrait faire pour ce poète pauvre. Et voici comment Nadeau raconte l'entrevue. Il s'agissait de lui offrir le choix entre une liste de souscription, il faut bien dire le mot, et la publication de chez chansons. Il n'hésita pas. Qu'on publie mes œuvres, s'écrie-t-il, et que je meurs de faim. Donc c'est ainsi qu'on a pu faire imprimer son premier volume de ses œuvres intitulé Quel est le fou ? Quel est le fou, c'est le titre de la première chanson du recueil. Et d'ailleurs, Gustave Nadeau en écrivit la préface et Potier y dédicaça 5 chansons à des membres de cette liste chansonnière pour leurs activités au sein de cette société. Mais bien sûr, c'est par l'Internationale que Potier a conquis après une gloire mondiale, sauf qu'il l'a ignoré totalement puisque cette chanson a été célèbre après sa mort. Et jusqu'à son dernier souffle, Potier collabore au Socialiste, le journal social, qui s'appelle Le Socialiste, de Jules Guesde et de Lafargue. Et c'est sur son lit de mort qu'il écrira le Moloch Bal. Et après, ce sera au fond d'une cour, au 5e étage d'un immeuble de la rue de Chartres, que Jules Guesde, qui est son exécuteur testamentaire, assisté de Clovis Dupont, le Français, Édouard Vaillant, tous vont venir le chercher le 8 novembre 87. Il est mort, il est entouré de sa compagne, de ses 2 fils, et il y a 5000 personnes, parmi lesquelles tous les survivants de la commune qui seront là. Il y aura Jean-Baptiste Clément, Champy, Dereur, Eudes, Goupil, Longuet, Urbain, Viard, Louise Michel, Rochefort, Gustave Nadeau, Élisée Reclus, Jules Geoffrin, Paul Lafargue, voilà. Ils sont tous là et sur le corbillard des indigents éclate la note écarlate de l'écharpe à gland d'or. La police, sabre au clair, charge pour s'emparer d'un drapeau rouge et au cimetière du Père-Lachaise, Vaillant s'écrie « Vous les avez vus, ces Versaillais qui autrefois ont fusillé le peuple ?» Et Louise Michel exalte la mémoire de celui qui avait entendu le mouvement de la ruche humaine et s'était sacrifié pour l'humanité. Et voilà ce qu'elle dit: Mirliton, Crécelle ou Pipeau, il fut broyé dans la tempête, Sigipopo, le vieux Popo, Sigipopo, le vieux poète. Donc voilà la vie d'Eugène Potier. Donc voilà, entre autres, il y a là dans ce petit recueil, il y a donc une prêté par Lolo. Prêté par Lolo. Donc il y a les chansons qu'a écrit donc Eugène Potier. Donc il y a quelques paroles de celles que je citais plutôt, mais alors des chansons que on peut difficilement trouver, qui n'ont probablement pas été mises en musique,
comme la Terreur blanche qui a été créée en juin 71. Il y a Jean Misère qui est plus connu, qu'il avait dédié à Henri Rochefort. Il y a l'Insurgé qui dédie à Georges Proto. Il y a le Monument des Fédérés qui dédie à Alphonse Imbert qui est un conseiller municipal. Il y a une chanson qui dédie à Blanqui, à Jules Vallès. La Commune a passé par là qu'il dédie à Édouard Vaillant qui est membre de la Commune. Il y a Elle n'est pas morte, celle qu'on connaît bien, donc qui est aux survivants de la semaine sanglante. Il y a Le Mur voilé, il y a l'anniversaire du 18 mars 71. Voilà, donc il écrit tout ce qu'il a pu écrire, quoi. Oui, mais enfin, moi j'aurais bien aimé savoir ce que c'était sous blanche. Alors par exemple, dans la Terreur blanche, effectivement, la dernière strophe est quand même assez impressionnante. Voilà ce qu'il écrit comme parole. Les petits sont pétroleurs dans le ventre de leur mère pour supprimer les voleurs. Nul moyen n'est trop sommaire. Exemple à Montmartre, un mâle étant mort, la femelle en pleurs s'élance et nous mord. Bien qu'elle fût pleine, on prit la commère. À faire coup double, elle nous força. Fusillez-moi ça, pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Donc effectivement, c'est la Terreur blanche, c'est la terreur des royalistes, des Versaillais par rapport aux communards, quoi. On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. On a bien fusillé Varlin, Flourens, Duval, Millière, Ferré, Rigaud, Tony Moilin, gavé le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui vider la horde. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achever les blessés dans leur lit d'ambulance. Et le sang inondant les draps ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête à l'enterrement de Vallès. Ils en étaient tout bêtes, fêtaient qu'on était un fiertat à lui servir d'escorte. Ce qui prouve en tout cas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre, et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. C'était Elle n'est pas morte, Francesca Solville, on l'a mis plusieurs fois, mais bon là c'est un peu, on ne peut pas faire autrement. Il faut les apprendre par cœur, de toute façon il n'y a pas à chercher. Exactement, on se doit d'apprendre par cœur quelques chansons révolutionnaires. Voilà, tout à fait. Et tout de suite, et sans attendre bien entendu, je vais vous causer de Pierre de Jeter,
plus connu par la suite comme Pierre de Getter, mais avec un Y, mais en un seul mot, parce qu'il l'écrit soit en deux mots de Getter ou de Getter en un seul mot prononcé. Alors, en flahut, un Daguetet. Oui, enfin bon. Né le 8 octobre 1848 à Gand, bah oui, la Gand c'est dans la Flandre, hein, et mort le 26 septembre 1932 à Saint-Denis, où il est enterré, et qui est un ouvrier musicien belge célèbre pour avoir composé à Lille la musique de l'Internationale. Attention les mains, quand même. Ses parents étaient des ouvriers aussi, oui, étaient ouvriers de père en fils, hein, et qui avaient immigré à Lille pour y trouver du travail dans l'industrie textile. Parce qu'avant, je vous signale que dans le Nord, c'était, maintenant c'est sinistré complètement, mais il y a encore des beaux restes. Si vous allez à Roubaix, par exemple, vous pourrez voir les anciens métiers à tisser. Il y a toute une... C'est dans quel musée Bah oui, je ne sais plus le nom du musée, mais effectivement, il y a des anciennes filatures. Ouais. Ouais. Ah, et c'est à Roubaix. Voilà. Ils y trouvent du travail dans l'industrie textile, donc comme câbleur dans l'industrie. Et puis après, lui, il est câbleur dans l'industrie ferroviaire. Pierre de Getter s'intéresse plus à la musique. À 16 ans, il commence les cours du soir à l'Académie de musique, dont il obtient le premier prix à 38 ans. C'est quand même pas jeune, hein. Bon, mais il a vécu 83 ans. En juillet 1888, alors qu'il est le premier directeur de la Société musicale lilloise, et j'aimais bien le titre, La Lyre des Travailleurs, il reçoit une commande de Gustave Delory, du Parti ouvrier français, pour mettre en musique un poème d'Eugène Pottier, un poème de 1871, pour en faire le chant de lutte du parti. Il compose cette musique au siège de la Lyre des Travailleurs, le Café Lillois, La Liberté, rue de la Vignette, dans le quartier de Saint-Zola. J'adore ces noms, il n'y a que dans le Nord qu'on voit des trucs comme ça. La musique est signée du seul nom de famille de Getter, ce qui n'empêchera pas le compositeur de devoir quitter l'île, dont les patrons l'ont classé comme dangereux et révolutionnaire. Eh ouais, quand on se dévoue aux autres, hein, c'est un peu le destin. Sa famille déménage vers Saint-Denis. Saint-Denis, toujours un bastion, un peuple, d'où son frère Adolphe intentera un procès en 1904 pour lui contester la paternité de cette musique. Ah mais, alors les fratries comme ça qui se déchirent, c'est jamais très bon. Le 18 décembre 1905 est annoncé un procès entre Pierre de Getter et son éditeur parisien au sujet de la propriété du chant. Elle ne sera attribuée définitivement à Pierre qu'en 1922, 8 ans après le suicide d'Adolphe de Getter, son frère. Le chant fut un succès immédiat, d'abord en France, puis dans le monde entier. Il est adopté en 1889 comme hymne de la Deuxième Internationale, lors de la scission entre socialistes et communistes. Hélas, de Getter choisit les seconds. Le chant deviendra donc l'hymne national de l'URSS. De Getter, d'ailleurs, fut l'invité d'honneur de Staline, sauf pour un titre de gloire, à Moscou en 1927. Lors de célébration du 10e anniversaire de la Révolution d'octobre, Staline lui accorda une pension d'État en guise de droit d'auteur. Il mourut pourtant dans une certaine indigence. Ses funérailles au cimetière de Saint-Denis furent quand même suivies par 50 000 personnes avant que son nom ne tombe dans un relatif oubli, contrairement à sa musique, ce qui est le destin parfois de grands artistes. Voilà. Et d'ailleurs, sur sa tombe à Saint-Denis, il y a une stèle avec la faucille et le marteau en rouge. Ouais. Et là, sur France Culture, avait consacré une émission à l'histoire de l'Internationale, et il y a une photo justement du cimetière Saint-Denis le jour de ses obsèques. La foule, c'est impressionnant, quoi. Les banderoles, des gens partout dans les allées, enfin... Et c'est vraiment, effectivement, s'il n'avait pas fait ce travail de mise de composition, l'Internationale n'aurait pas cette renommée. Et Eugène Pottier est mort sans connaître le succès de son poème, en fait. Non.
Et ça... Ah si, il a connu le succès. Oui, mais pas en musique, parce que là, ça a été mis en musique. Ah oui, Potier, moi je confonds avec De Guetter. Oui, sa ville natale de Gand, je parle pour De Guetter, lui consacra une statue en 1998, tandis que celle de Lille a baptisé une place à son nom en 2007, dans le faubourg industriel de Fives, où il était ouvrier. Son visage apparaît sur une immense fresque de 500 mètres carrés de l'usine de Fives, Carl Babcock, à Lille, où il travailla. Une rue du Havre porte également son nom, ainsi qu'une rue de La Rochelle, dans le quartier de Villeneuve-les-Salines, et aussi le square Pierre de Guetter à Saint-Denis. Un collège de Saint-Denis porte son nom, celui-ci fut renommé Collège Serge Gainsbourg dans le film Le plus beau métier du monde. Un géant du même nom reproduit sa silhouette. Vous savez, ces géants qu'il y a dans les processions en Belgique, là, des trucs de... Ce géant, il fait 3,80 m de haut, je sais pas combien. Voilà. Il pèse 35 kilos. Non, mais alors, remplacer dans un film, au lieu de laisser le nom de Guetter, le nom de son lycée, et le rebaptiser Serge Gainsbourg, non. On a vu toutes les horreurs, mais alors là, je crois quand même que bon. Et alors, ce texte de l'International, en fait, au départ, effectivement, il n'a pas été fait pour chanter. Il était dédié à un communard qui s'appelait Gustave Lefrançais, qui était donc dans les rangs internationalistes, quoi. Le Français, oui. Et voilà, donc à la mort de Jeanne Potier, bah oui, dans les allées du cimetière du Père-Lachaise, effectivement, on avait Vive la Commune, enfin, il y avait vraiment tout un temps, mais finalement, c'est bien aussi qu'aux obsèques de Guetter, il y a eu aussi toute cette... 50 000 personnes. 50 000 personnes, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais, pépère, mais alors, il faut voir sa tête, parce qu'il a une diapète, il a des lunettes cerclées en fer, là. C'est vraiment le prolo, mais du Nord, quoi, voilà, c'est presque une silhouette d'un personnage de Charlie Chaplin. Vous savez, ces personnages dans ces films-là, un peu filiformes, un peu complètement... Ouais, c'est un peu ça aussi. Ouais, et puis ces familles, justement, de familles ouvrières, la musique qui était apprise en cours du soir, enfin voilà, c'est... Oui, parce qu'on imagine mal aujourd'hui, mais ça existe encore, les cours du soir, pour apprendre des disciplines artistiques, la musique, le dessin, la peinture, etc. Mais ça a formé ces conservatoires populaires de toutes les disciplines artistiques, ça a formé des artistes, oui, et puis pas des moindres. Voilà. Bah maintenant, bon, évidemment, c'est plus... je ne sais pas dans quel état c'est, mais ça serait dommage si ça se perdait, quoi. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud.
comprimer la loi triche, l'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez languir en tutelle, l'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux, pas de devoir sans droit. Dans leur apothéose, les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail? Dans les coffres forts de la bande, ce qu'il a créé s'est fondu. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. Nous saoulait de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Paysans nous sommes, le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisifira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'était l'Internationale interprété par Marc Augeret. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission à racaille qui était consacrée pour sa partie artistique à 4 petits bonhommes et ouvriers du 19e siècle, 2 qui ont écrit Le Temps des Cerises et l'Internationale, et 2 qui en ont fait les musiques. Voilà. Et tout de suite, dans le culturel, Boudica ou Bodicée, suivant l'appellation celte ou l'appellation romane, une reine celte de Grande-Bretagne, la reine
Des Icénies. Des Icénies, oui, la reine des Icénies, qui a mené une révolte terrible contre Rome, voulait asservir son peuple. Elle n'était pas du tout d'accord. Voilà. Et donc, elle s'est battue, elle est morte très jeune, elle est morte, elle n'avait pas 40 ans, mais elle est morte de maladie ou d'empoisonnement, on ne sait pas très bien. Elle a été défaite, évidemment, en fin de compte, parce que malgré qu'ils étaient en nombre supérieur aux Romains, mais ce qu'ils avaient contre eux, c'était leur indiscipline, voilà, alors que les Romains, ils avaient des techniques de combat qui leur permettaient de régner sur toute l'Europe. Il y a eu, je ne sais plus de près, 130, 40, 80 000 morts, je ne sais plus combien, chez les Celtes, alors que chez les Romains, il n'y en a eu que quelques milliers. Voilà, la dernière bataille. Mais entre-temps, ils avaient quand même conquis les Celtes de Boudicée, ou de Boudica, ils avaient conquis Londres. Et puis deux autres grandes villes romaines. Voilà. Elle s'est vengée aussi d'un espèce d'un, comment on les appelait, pas un prélat, un employé de Rome, quoi, qui l'avait fait flageller elle-même et qui avait fait violer ses deux filles. Voilà, il faut dire qu'elle en avait gros sur la patate après lui, et donc ils en ont profité pour l'exécuter au cours d'une de ces batailles. Voilà. Elle avait quand même la vengeance tenue assez tenace. Ce qu'il y a, c'est, alors tu n'as pas précisé que c'était un film, hein, c'est un film qu'on peut voir sur le net, un film qui date de 2003. C'est que son mari, au départ, le roi, lui, avait plutôt fait allégeance à Rome et n'était pas du tout pour combattre les Romains. Et donc, quand son mari est mort, elle est allée voir donc ce Romain, et c'est en disant, voilà, moi, il n'est pas question qu'on prenne mes terres, parce qu'apparemment, dans le testament du mari, il laissait une partie des terres à Rome, et elle, pour elle, c'était un faux testament. Pour elle, il n'était pas question de ça. Donc c'est les Romains qui l'avaient fabriqué. Non, elle était. Oui, mais son mec, il avait le roi, il avait des bons arguments. Il en avait marre de faire la guerre. Il en avait marre de tuer. Il avait toujours l'image de ses compagnons morts dans ces guerres qui venaient le hanter la nuit, etc. Et c'est par lassitude qu'il voulait plus se battre. Puis il était. On l'a vu, il est mort probablement d'une tumeur au cerveau, quelque chose comme ça. Voilà. Non, c'est évidemment, elle était en pleine santé, etc. Et il était pas. Surtout après ce qu'ils ont fait à ses filles. Alors là, c'était le crime inexpugnable, on peut le comprendre. Mais c'est vrai que ce film, elle mérite donc de nous faire connaître cette reine qui est quand même pas si connue, même si elle a été reprise dans quelques romans historiques, une série de fantasy aussi. À Londres, je crois que c'est à Londres, hein, sur le quai de Westminster, il y a une statue, une sculpture qui la représente avec ses filles. Mais moi, j'avais jamais entendu ce nom-là, donc c'était une belle découverte de rencontrer cette femme. Je crois qu'elle est morte à 31 ans, donc vraiment très jeune, quoi. Très jeune. Oui, non mais. Et en Angleterre, par contre, elle est très très connue et il perpétue, comme Jeanne d'Arc en France, quoi, ou Vercingétorix, peu importe, mais plutôt peut-être comme Jeanne d'Arc que Vercingétorix, mais c'était l'égal d'un Vercingétorix. Voilà, elle a quand même s'est battue comme une lionne, et elle a fait quand même trembler Rome. Et ces Rome étaient à ce moment-là sous la coupe de Néron folle dingue, qui connaissait rien, et qui voulait absolument que le général qu'il a envoyé là-bas lui ramène la tête de Boudicée, etc. Voilà, mais manque de peau, ils n'ont pas pu ramener sa tête, parce que même si elle a été vaincue, elle n'a pas été prise. Voilà. Ouais. Voilà, donc on mettra le lien, parce qu'on peut le voir facilement sur YouTube. Bon, la qualité de l'image n'est pas extraordinaire, c'est en français. Bon, mais après on se laisse quand même prendre par l'histoire, quoi. Oui, parce que c'est quand même une épopée assez extraordinaire, quoi. Surtout une femme qui était considérée comme les Romains, parce que les Romains, alors on parle du patriarcat ici, mais alors je veux dire les Romains, ils considéraient les femmes comme rien du tout, quoi. Voilà, surtout les femmes gauloises ou celtes, hein, ça, alors là, déjà les leurs, c'était pas vraiment le pied, mais alors celles qui étaient des pays barbares, alors c'était rien du tout, quoi. Voilà. Et c'est une belle, comment dirais-je, une belle vengeance justement
de ces femmes dites faibles, dites sans cervelle, voilà, qui ont quand même imposé aux Romains des raclées mémorables. Ouais. Alors moi j'ai vu un film qui s'appelle Phantom Thread, c'est un film de Paul Thomas Anderson de 2018 avec Daniel Day-Lewis, et la traduction en français c'est Le fil fantôme. C'est un film un peu curieux. D'ailleurs ce Daniel Day-Lewis c'est un personnage un peu curieux, il est immense, et là il joue le rôle d'un couturier pour famille riche. Donc il habite une villa somptueuse, il est entouré de sa sœur, et il va chercher des jeunes femmes qui vont lui servir de modèle et de source d'inspiration. Et il y a toute une relation qui va s'instaurer avec la dernière jeune femme qu'il est allé, on va dire, pêcher, parce que c'est un peu ça, c'est quand même pas très sympathique, et pour pouvoir travailler. Et en fait, on va peu à peu apprendre à les connaître. Elle a une certaine naïveté, une certaine grandeur, et en fait, les relations vont s'inverser petit à petit au cours du film. Lui est quelqu'un qui est maniaque, qui est habité par des fantômes, et qui en fait qui vit avec sa sœur, et en fait on sent que sa sœur est un peu le majordome de la maison, qui lui sert à tout encadrer. Enfin voilà, on va petit à petit le protéger. On va voir petit à petit tout ce qui va pas chez lui, quoi, par quoi il est habité. Et en fait c'est intéressant de voir l'évolution justement des relations entre ce couturier et la jeune femme Alma qu'il a ramené chez lui. Et il y a des très belles scènes de couture, parce qu'il travaille à la main, donc il a tout un staff de couturières qui viennent travailler le matin dans cette villa somptueuse là, et on les voit travailler, coudre à la main. Et lui, il est maniaque, donc il peut mettre des mots dans les robes de mariée par exemple. Donc il a un tas de croyances. Il est habité par le fantôme de sa mère aussi. Enfin voilà, tout ça est là. Et du coup, c'est un film qui est très intéressant sur les relations humaines, et en même temps qui régale l'œil de tout ce travail de couture, qui est quand même un travail d'artiste et un travail d'artisan à la fois, quoi. Et non, mais ça se passe à quelle époque? Ça se passe au 19e, je pense. Ah oui, bah ça je m'en doutais un petit peu. Oui, peut-être même avant. Enfin, oui. Et dans quel pays? En Angleterre. Oui, alors bon, tous les éléments de base sont réunis, voilà, pour en faire ce que vous raconte Benjamin. Voilà, tout à fait. Et j'ai vu un autre film aussi qui s'appelle Aurore. Alors c'est un film que j'avais déjà vu, que j'ai eu un plaisir immense à revoir. C'est un film de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui. Et c'est un film qui parle d'une femme de 50 ans, avec tout ce que peut vivre une femme de 50 ans au moment de la ménopause. Et Agnès Jaoui est absolument extraordinaire dans ce rôle de femme, justement, quand on parle de cette invisibilité des femmes arrivées à cet âge-là. Blandine Lenoir a travaillé avec Agnès Jaoui, et elles en ont fait un personnage absolument extraordinaire. Et je pense que c'est vraiment un film qu'il faut absolument voir pour comprendre ce passage à... Un film pour les femmes. C'est un film, non, justement, il faut arrêter de dire que c'est pour les femmes ou pour les hommes. C'est un film pour tout le monde, qui concerne tout le monde. Et il y a énormément d'humour. Enfin bon, Agnès Jaoui, c'est quelqu'un que j'admire profondément, qui colle au personnage à la perfection. Et c'est en même temps un film, oui, c'est un film drôle aussi. Donc c'est vraiment un très bon moment de cinéma, quoi. Alors les expos, pour l'instant on n'en a toujours pas, vu que rien n'a repris. Par contre, on a commencé à recevoir des mails des galeristes qu'on avait rencontrés avant les confinements. Donc la semaine prochaine, je pense qu'on pourra commencer à parler de ça. Quel galeriste? Marie Degnaud, Ghislaine Verdier. Ah bah oui, Ghislaine donc la galerie de la femme à barbe, la galerie Kaléidoscope. Voilà, tout ça, c'est des expositions. C'est d'ailleurs curieux, les deux galeristes, c'est vraiment presque, pas des caricatures, mais d'un côté vous avez la galerie Kaléidoscope, la galerie c'est mince, c'est une femme assez terrée, on peut dire, et puis de l'autre côté c'est plus costaud. Ouais, et moi j'aime bien les... Ouais. Ah ouais, moi j'adore les deux, mais le contraste est assez saisissant. Donc ça c'est des expositions... Même pour les artistes qui s'exposent, on sent bien que ce qui est exposé chez l'une ne pourrait pas l'être chez l'autre. Voilà, il y aura aussi une exposition de Christine Meller à la Galerie des Cascades. Donc voilà, tout ça, c'est à partir de la semaine prochaine. Oui, voilà. Bon, alors peut-être que la semaine prochaine, on va être obligé de se bouger le cul. Et peut-être qu'on pourra aller casser la croûte à une terrasse de bistrot. Peut-être. Peut-être, c'est possible. Voilà, vous avez eu la gentillesse et le courage et la pugnacité, je peux vous dire, d'écouter Radio Soupente, la station des Rapins 100 fois 100 lois et 100 corbettes, qui émet depuis un garni et diffuse sur internet à racaille.fr.
Je voudrais vous dire aussi, ajouter un petit truc en passant, c'est que nous publions évidemment des presse-papiers en tête d'émission avant la partie artistique. C'est tout en haut, sous le titre de l'émission, et il y a un chose qui est marqué ici avec un trait dessous. Vous cliquez dessus et vous pourrez écouter nos presse-papiers. Hein. Voilà, ça serait pas plus mal que vous les écoutassiez, même si ça vous gonflasse. Voilà, bon. Alors, salut nos amis, Claudie André Dédation. André va bien, on est content. Il s'achemine tranquillement vers ses 90 palais, hein, c'est quand même quelque chose. Karine, dites Carindouzette, qui habite à Motigny des Boudins, hein, c'est dans quel bled? 95. Dans le 95, c'est 514 415, oui, c'est bon. Pardon. Marie-Christine Béguet. Alors, est-ce qu'elle est sévenole? On n'en sait rien. Alors, Marie, tu pourrais nous informer quand même. Ceux qui nous écoutent, en tout cas. Claude et William, nos potes de Brest. Alors, j'espère que le printemps leur réserve des belles journées, pas comme ici. Voilà, hier, il a plu presque toute la journée, enfin bon. Enfin, à Brest, hein, on sait bien que c'est quasiment l'antichambre, pas l'antichambre, l'antichambre de la Côte d'Azur. Jean-Paul Souvraz à Dunkerque, à coup de Kerbranche, du côté de Dunkerque, pareil, hein. C'est l'antichambre de la Côte d'Azur là-haut aussi. Hein. Jean-Paul, un grand peintre de schnour. Claudine, une pote à ma pote, Piquetchou. Et voilà. Peduzzi, Jean, qui nous en envoie de bien bonne, qui est dans le Val d'Oise. Salut Jeannot. Corinne, une tapissière qui tapisse, un plus sérieux en plus, qu'on aime beaucoup. Anne-Emmanuel et Fredo, dit Frédéric, qui sont deux artistes aussi. Alors Anne-Emmanuel habite à Montreuil, à côté de ma copine Piquet-Cou, et Frédéric, il habite à Lille. On est allé une fois chez lui, c'était charmant dans son petit studio, sur une petite placette. Une placette encore petit, hein, c'est appelé Honest. Là, avec des tilleuls. C'était des tilleuls qu'il y avait? Oui, bon, on dirait que c'est des tilleuls. Hein. Elle est entourée de tilleuls, avec des petites maisons en briques roses. Bon, passons. Juliette Planck, qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer, au bord de la mer, c'est toujours ça de gagner. Hein. Une graveuse qu'on adore. Clément, un graveur qu'on adore, qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la gravure. Agnès Dubart, alors ça y est, je crois qu'elle est en Bretagne ce coup-ci. Hein. Ouais, comment c'est elle fait des stages. Hein, c'est Agnès Dubart. On pourrait mettre le lien. Ouais, on mettra le lien. Ouais, elle fait des stages de gravure et de Qigong. Oui, puis en même temps, elle fait du Qigong. Je crois qu'elle mélange les deux techniques. Elle va se mélanger un petit peu les crayons, enfin, à mon avis, mais enfin bon, elle est très gentille. Le stage, je crois que ça coûte 400 plombs. Ouais. Enfin, non, mais ça doit être fabuleux. Moi, si j'avais le fait, j'en ferais un. Rien que pour être avec Agnès. J'avais une petite Jeannette, là, qui est gentille comme deux. Mais enfin, j'ai l'impression qu'elle se barre un peu, hein, là, avec ces trucs de... Moi, bon, bref. Moi, toutes les bondieuseries, tous les trucs asiatiques, etc., de relaxation, tout ça, ça me gonfle un maximum. Enfin, bon. Pour ceux à qui ça plaît, ben, ils peuvent aller à son stage. Thierry Morciot, un graveur belge. Alors, une pointure aussi. Alors, lui, il grave, il griffe la plaque. Colette, mais alors c'est un graveur dans la grande tradition des graveurs de schnorr ou flahut, hein. C'est un peu fantastique, même très fantastique. Voilà. Mais il y a une foultitude de petits personnages, de choses extraordinaires. Colette, Jacqueline et Nicole, trois nanas d'artistes, hein, qui s'occupent activement de l'œuvre de leurs défunts époux. Cécile, tu la sens la cinquième puissance? Oui, on la sent, Cécilette, la cinquième puissance, et on t'aime. La Rose Flamboyante, oui, la Rose Flamboyante, on aime beaucoup tes émissions aussi, et puis on t'aime aussi. José Arthur, le mélange le dimanche, en fin d'après-midi, oui, José Arthur, on t'adore aussi. Et puis ton émission est formidable. Alors, dimanche après-midi, sur une radio Omni dont on vous parlera pas, mais vous connaissez tous. Hein.
puisque nous y sommes nous-mêmes, nous avons nous-mêmes participé, bon bref, à ces âneries. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, qu'on a découvert chez Florence Quenu, la grande librairie de Bourg-en-Marlotte. Une librairie où elle expose des artistes locaux. Voilà. Elle fait connaître le patrimoine artistique local. C'est bien, beaucoup bien, Florence Quenu, ce que vous faites. Alice Amoroso, une graveuse, mais alors une minette, hein, elle est toute jeunette, elle a à peine 20 ans, je suppose. On a une qui va exposer d'ailleurs. Bah oui, où? Ouais, à Moret-sur-Loing. À Moret-sur-Loing. Ah bah oui, dans la galerie, ouais, probablement, ouais. On l'a pas découverte là-bas? Non, on l'avait pas découverte là-bas. Ah non, on l'avait découverte à la place Saint-Sulpice. Ouais. Alice Amoroso qui grave, comment dirais-je, le bois, le lino, etc. Elle fait de la taille d'épagne, pas de la taille de la perforation. Antoine des champignons, Florence Quenu, donc Florence Quenu, la grande libraire de Bourg-en-Marlotte. Dominique Paulin-Ardouin, une galériste, hélas, disparue, qu'on aimait beaucoup et qu'on aime toujours, enfin on chérit son souvenir. Marie-Pierre, une mécène docteur, gentille comme tout, enfin bon, voilà. Une mama. Marie Degnaud, une galériste, gentille comme tout, mais pas vraiment mama, mais quand même beaucoup de chaleur, de gentillesse. Et Marie-Louise, dite Marie-Lou, hein, c'est une auditrice charmante qui aime bien justement, elle, nos presse-papiers. Voilà, je crois que c'est ce qu'elle préfère dans nos blabla, nos presse-papiers. L'émission est toujours à l'écoute sur notre blog aracal.fr. Toutes nos émissions, d'ailleurs, depuis 10 ans, au moins. Voilà. Et nous allons nous finir avec Faut vivre, notre grande chanteuse Mélisse. Elle. Salut les copines, salut les copains. Salut. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on loue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir
à boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir. Faut vivre, malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre, malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre, faut vivre, faut vivre, faut vivre. Faut vivre.